La Russie est un tigre de papier. Poutine n'était pas content lorsque le président Trump a dit cela devant le monde entier à l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies. Mais maintenant, pour aggraver les choses pour le Kremlin, les Russes disent la même chose. Et ils le disent à la télévision du Kremlin. Nous avons non pas une, ni deux, mais de nombreuses personnalités de la télévision russe qui parlent publiquement de la dégradation de l'armée russe. La raison en est simple. Poutine voulait prendre Kiev en 3 jours. 3 ans plus tard, la Russie n'a atteint aucun de ses objectifs. C'est justement ce que la télévision russe débat publiquement en ce moment. Je parie que beaucoup ne s'attendaient pas à entendre ça. Passons maintenant à toutes les séquences que j'ai aujourd'hui de la télévision russe, en commençant par cette séquence spéciale, où la Russie répond aux commentaires du président Trump sur le Kremlin, qu'il a qualifié de tigre de papier. Il y a 2 jours, il a mentionné la Russie en la qualifiant de tigre de papier, et ensuite les Russes pendant toute une journée. Vous avez vu, toute la journée à dire qu'on n'est pas un tigre de papier, nous sommes un ours. Si vous êtes un ours, tout le monde le verra, inutile d'expliquer. Donc ils ne le sont sûrement pas. Probablement que le président avait raison, et cela a touché un nerf au Kremlin, et potentiellement au plus haut niveau du Kremlin. Imaginez qu'on vous traite de tigre de papier, et que ce qui vous agace, c'est un tigre, pas papier. C'est la réalité dans laquelle vivent les responsables russes. Car ces réactions contre la partie tigre ne viennent pas des personnalités de la télévision russe, mais des diplomates officiels russes. Elles viennent de personnes comme Dmitri Peskov et Sergei Lavrov. Ils insistent tous deux, ne nous appelez pas un tigre, mais un ours. Vous pouvez imaginer que si les responsables sont si stupides, même la télévision du Kremlin peine à défendre le gouvernement. C'est pourquoi ils parlent maintenant publiquement de la mauvaise performance de l'armée russe sur les lignes de front. Voici le premier extrait d'un correspondant de guerre russe qui dit publiquement que la Russie n'a vraiment atteint aucun des objectifs fixés par Poutine. Le 24 février 2022, regardons cela. Selon les calculs approximatifs, si nous avançons à ce rythme, en perçant les défenses ennemies, en détruisant le système de points forts, de fortifications et d'unités défensives, tout cela est très sérieux. Alors cela nous prendra des années. Par exemple, si nous regardons la carte, probablement moins de 40%, environ 35% de la République populaire de Donetsk de la Fédération de Russie est sous l'occupation de Kiev. Et ce sont les zones les plus clés, les zones de base d'où a commencé ce qu'on appelle l'administration des territoires occupés. Notre tâche est maintenant de chasser l'ennemi. C'est difficile. D'après mes calculs, si nous continuons à ce rythme, avec du sang, de la sueur et en grignotant des dizaines de mètres par jour, des centaines de mètres par jour. Écoute, il faudra d'1 an à 1 an et demi rien que pour libérer le territoire de la République populaire de Donetsk. Où en est-on aujourd'hui sur les autres objectifs de l'opération militaire spéciale? Voyons cela. Selon moi, les principaux objectifs du président sont la démilitarisation et la dénazification de l'Ukraine. Où en sommes-nous maintenant? Voyons notre progression. Depuis 3 ans, nous avons lancé l'opération militaire spéciale. Où en sommes-nous dans la réalisation de ces objectifs? Pour parler franchement, nous sommes au début d'un long chemin. Malgré tout le sang versé, les pertes, les ressources dépensées et la destruction causée. Aujourd'hui, il est difficile de critiquer l'armée ou le gouvernement en Russie. Parce que, comme vous l'avez peut-être entendu, les fenêtres sont toujours ouvertes à Moscou et n'importe qui peut tomber à tout moment, surtout s'il critique Poutine. Regardez ce rapport publié il y a 2 jours. L'éditeur d'un célèbre journal russe meurt en tombant d'une fenêtre du 7e étage. C'est parce que, vous voyez, dans la Russie de Poutine, la loyauté n'est pas optionnelle, elle est nécessaire pour survivre. Depuis le début de la guerre en Ukraine, le Kremlin a transformé les médias en porte-parole de Poutine. Le Kremlin a transformé les médias en une arme. Chaque média, de la télévision russe, jusqu'à un type obscur qui parle simplement depuis sa chambre, est censé répéter le même message. Le message est que la Russie gagne, l'Occident s'effondre et Vladimir Poutine avait raison. Cela inclut même les blogueurs qui font juste des vlogs depuis le sous-sol de leur mère. C'est quelque chose dont j'ai parlé dans la vidéo d'hier. Rappelez-vous, avec 10 000 abonnés ou plus sur les réseaux sociaux russes, vous devez donner une autorisation administrative au gouvernement russe, bot. Ainsi,
Ils peuvent s'assurer que vous ne dites rien que le cher dirigeant pourrait désapprouver. La même chose vaut pour les anciennes marques soviétiques de journaux, comme Pravda. C'est parce que pour Poutine, le contrôle du récit soviétique est crucial, surtout pendant cette guerre, car cela donne à la guerre un sentiment de légitimité historique. Vous voyez, Poutine soutient depuis tout ce temps que la Russie n'envahit pas un voisin, mais poursuit plutôt une lutte sacrée contre l'impérialisme occidental. C'est le récit que Poutine veut imposer à tout le monde, surtout maintenant que la guerre s'éternise depuis des années. Alors imaginez quelqu'un comme ce type, qui était un éditeur vétéran, avec des liens profonds avec l'héritage d'un journal soviétique, qui refusait en fait de coopérer avec la propagande que Poutine voulait. Peut-être résistait-il à la pression de faire de la Pravda une nouvelle machine de guerre, ou refusait-il de publier un mensonge d'État, ou peut-être qu'il en savait simplement trop sur le fonctionnement du Kremlin, et c'est pour ça qu'il devait partir. C'est à ce moment que les gens commencent à tomber des fenêtres à Moscou. Ce n'est pas un cas isolé. Depuis le début de l'invasion, il y a 3 ans et demi, un schéma glaçant est apparu. Toute personne ayant accès à des informations sensibles, y compris des généraux, des oligarques, des journalistes et même des dirigeants de médias, a été retrouvée morte dans des circonstances suspectes. En fait, on peut dire que la méthode elle-même est devenue un message. Ce ne sont pas des suicides aléatoires, ce sont des avertissements publics, ne sortez pas du rang. Mais vous voyez, Poutine apprend la plus vieille leçon soviétique à la dure. Il est facile de contrôler ce dont les gens parlent, quand leurs bouches sont nourries. À mesure que l'économie russe se détériore et que la crise du carburant s'étend, de plus en plus de Russes s'expriment, non seulement à propos des échecs militaires, mais aussi à propos de la crise économique qui explose en Russie. Écoutez-le vous-même. La guerre vise désormais non pas la destruction totale de la Fédération de Russie, mais son effondrement. Avant tout, elle est économique, parce que vous comprenez vous-même que la baisse des revenus des exportations de pétrole dans un contexte de prix généralement bas du pétrole, c'est, pour ainsi dire, un coup de poudre d'acier en dessous de la ceinture. En fait, la guerre devient sérieuse au point que nous avons subi une défaite, et une défaite ne signifie pas forcément que « excusez-moi ». Ils n'arriveront pas avec un grand chaudron, ni à Moscou. Évidemment non. On peut subir une défaite en connaissant un effondrement économique à l'arrière et tous les événements qui s'en suivent. Cela s'est déjà produit dans l'histoire. Vous comprenez que ce ne sont que des maillons d'une même chaîne. Dans cette même chaîne de cette guerre visant à nous briser, nous pouvons inclure les frappes contre les raffineries de pétrole. Oui, des frappes méthodiques à grande échelle contre les installations pétrolières ont déjà commencé. Ce sont des frappes contre les stations de pompage de pétrole de l'oléoduc Druzhba, des tentatives de frapper les stations de pompage de l'oléoduc Blue Stream. En ce qui concerne la Turquie, ce sont là les preuves même que cette guerre est en cours. Sérieusement, je peux affirmer que la situation se détériore. Actuellement, environ 17% de la capacité de raffinage pétrolier est perturbée. Ce n'est évidemment pas représentatif de tout le pays. Regardons la partie européenne. La crise du carburant s'aggrave. Certains estiment qu'il faut passer à une consommation rationnée avec des coupons. Les cartes de carburant sont de plus en plus évoquées. Et certaines personnes commencent maintenant à faire le lien. Pourquoi Poutine a-t-il lancé la guerre alors que l'économie était faible? Les cercueils s'accumulent dans les funérariums russes, et les maires russes remettent en question la décision de Poutine. C'est le seul groupe dont Poutine a le plus peur. Parce que vous voyez, ce sont les maires russes. Après la guerre soviétique en Afghanistan, ce sont elles qui ont lancé la protestation, qui a mené à l'effondrement de l'Union soviétique. Et il ne veut pas que cela se reproduise. Poutine a dit à maintes reprises que son sujet préféré est l'histoire. Et il veut entrer dans l'histoire comme un sauveur russe, pas comme un échec. Regardez cet extrait. C'est pourquoi, quand il voit des Russes parler des sujets qu'ils abordent dans le prochain extrait, il en perd vraiment le sommeil.
Pourquoi Poutine s'est-il impliqué dans cette guerre? Pour qu'il ne vienne pas chez vous. Nous devons relancer l'économie en temps voulu pour qu'il ne vienne pas dans votre cour. Tant de personnes sont mortes. Mon neveu combat actuellement dans l'Organisation mondiale de la santé. Il a été blessé. Il dit que la guerre des drones est en cours. Il a dit qu'il n'avait pas vu un seul Cuxol. Il dit qu'il n'y a que des drones là-bas. Il dit que le ciel en est plein et qu'il largue des mines. Lui aussi a été touché. Ils ont acheté des gilets pare-balles et des casques avec leur propre argent. On peut les percer avec un clou. Ils ont besoin de monde. Ils ont tout acheté avec leur propre argent et ces fragments sont dispersés à l'Institut Bourdenko ou peu importe où il est. Bras blessés, jambes blessées. Il est resté inconscient pendant 5 heures. Le fonds génétique de nos Russes est comme ça. Et ils ont amené tous ces foutus Ouzbeks et Kirghizes ici. À quoi servent-ils? Eh bien, ils travaillent sur les chantiers. Ouais, c'est ça. Ils ont amené leurs femmes, toutes couvertes. Elles s'installent dans les cours. Tu ne peux pas les chasser de Piatarochka. Elles y font leurs courses. Maintenant, vous savez déjà tout ça. Mais les raisons derrière la crise du carburant sont nombreuses. La principale raison reste les sanctions ukrainiennes, notamment les frappes de drones sur les raffineries russes. Eh bien, maintenant ces frappes ukrainiennes vont devenir encore plus puissantes, et les généraux russes s'en rendent compte. L'Ukraine utilise désormais ses missiles Neptune et Flamingo pour cibler les centrales électriques russes. Chaque fois que la Russie attaque une cible civile en Ukraine, l'Ukraine riposte immédiatement, et elle riposte avec force. Les missiles ukrainiens détruisent des centrales électriques russes, laissant des dizaines de milliers de citoyens russes sans électricité à l'approche de l'hiver. C'est la stratégie ukrainienne de dissuasion par la punition. L'Ukraine ne souhaite pas nuire aux citoyens russes. Mais si la Russie n'accorde pas le même respect aux citoyens ukrainiens, l'Ukraine n'a aucun problème à s'assurer que les citoyens russes ressentent les mêmes difficultés. Poutine n'est pas prêt à y faire face, car l'Ukraine n'avait pas cette capacité ces 3 dernières années. Cela signifie que Poutine pouvait attaquer l'Ukraine sans aucune sanction. Mais maintenant, les citoyens russes souffrent chaque fois que Poutine décide de commettre ses crimes de guerre. Et cela signifie que les citoyens russes commencent maintenant à se demander « Mais qu'est-ce que l'armée russe fait exactement ?» C'est parce que lorsque Poutine a lancé cette guerre, il a dit au peuple russe qu'il le faisait pour protéger les Russes. Et maintenant, il ne semble pas que les choses se passent ainsi. Regardez ce propagandiste russe, qui est en pleine panique après une frappe ukrainienne sur une centrale électrique russe. Nous sommes en guerre. Tout le monde se bat contre nous. Pourquoi tout le monde se tait? Hier, Belgorod HIMARS en avait assez. Belgorod a été frappé hier par des missiles HIMARS. L'électricité a été coupée pendant de nombreuses heures. Novy-Oskol sans électricité. Des drones attaquent toute la région de Belgorod, ainsi que les régions de Bryansk et de Kursk. Peskov parle de l'état de notre économie. Bon sang, quelle économie. Des gens se font tuer à chaque instant. Lancer une foutue opération antiterroriste. Ce Trump, un putain de fainéant débauché pour lui. Et pour lui, c'est normal. Il s'en fout complètement. Il a autorisé des frappes de missiles longue portée. On va continuer à avaler cette merde comme des cons? Pourquoi on se comporte comme des prostituées? Les gars, quand est-ce que vous allez montrer un peu de couilles? Fermez les frontières. On a tous les métaux, mais pour une putain de raison, on n'a pas un seul canon de rechange pour les mitrailleuses. Ils ont oublié la dernière fois qu'ils ont changé les canons des chars. Et pour les fusils? Alors, ne vendez pas tout à l'étranger. Putain, ils ont tous ces foutus grands concerts qui dansent. Ils ont tous ces foutus grands concerts qui dansent pour le Nouvel An. Et les gens écrivent des pétitions. Coupez le putain de courant, les gars. Nommez un directeur technique. On est en guerre. Tout le monde se bat contre nous. Pas nous, pas le peuple, mais le gouvernement. Les citoyens américains les tiennent par les couilles. Quelle guerre? Pour eux, juste une escarmouche. Pour eux, ce sont des sacrifices sacrés. Quand 11 500 personnes meurent chaque jour, ils n'en ont rien à foutre. Des situations comme celle-ci ont créé une situation particulière à la télévision russe, avec un présentateur qui suit toujours la ligne du Kremlin, car il ne veut pas sauter par la fenêtre.
Mais il y a d'autres présentateurs dans la même émission qui ont perdu des proches dans cette guerre et qui n'ont pas peur de dire la vérité. C'est pourquoi on voit aujourd'hui des disputes éclater à la télévision du Kremlin, visibles par tous les Russes. C'est vraiment divertissant, d'une manière très particulière. Regardez ce dernier extrait. Andreï Vladimirovitch, il me semble que je ne comprends pas tout. Il me semble que les alliés européens de l'Ukraine, lorsqu'ils élaborent et détaillent leur stratégie de sanctions, doivent vraiment prendre en compte la situation réelle de l'économie ukrainienne. Avec le nombre de pertes, il me semble que cela n'arrive pas. Pourquoi ? Ça arrive? Pourquoi? Commençons par le fait qu'aujourd'hui, c'est le 1303e jour de la guerre. C'est une opération militaire spéciale. Il reste un peu plus de 115 jours avant de dépasser la durée de la Grande Guerre patriotique. Pouvez-vous répondre à ma question? Je vais répondre. Non. Vous ne répondez pas et restez dans votre démagogie. Vous savez que nous menons une opération militaire spéciale en utilisant des méthodes non militaires. Normalement, cela aurait pu être résolu en 2 heures. Impossible à résoudre en 2 heures. Mais c'est possible. Tu fais référence à ces personnes qui, début février 2022, criaient aussi que l'armée ukrainienne se disperserait dès la première frappe. Andreï Vladimirovitch, si tu m'avais montré la preuve que j'ai crié que l'armée ukrainienne se disperserait, je t'en aurais été très reconnaissant. Sinon, tu as l'air de parler dans le vide. Excuse-moi, pour l'amour de Dieu, je n'ai jamais prononcé de tels mots. Je fais encore appel à toi. Tu t'en prends aux gens, Andreï Vladimirovitch? Je n'aime pas être Andreï Vladimirovitch, mais je ne suis pas impoli. La puissance militaire est toujours forte. Où est le succès militaire en Ukraine? C'est une évaluation énorme. Nous sous-estimons l'armée ukrainienne. Elle est suffisamment puissante. Il y a une possibilité de réserve d'environ 70 000 personnes. Deuxièmement, si vous prenez tous ces chiffres, il s'avère que l'armée ukrainienne n'existe pas. Néanmoins, nous essayons de capturer Pokrovsk depuis presque 1 an, bien que ce soit une petite ville. Andreï Vladimirovitch, revenons à notre argument. L'Occident vient de constater qu'il n'y a pas de véritable progrès radical. Pouvez-vous répondre à ce mantra constant d'Andreï Vladimirovitch, selon lequel nous allons bientôt traverser la Grande Guerre patriotique? Aucun succès. Mon argument, nous ne menons pas d'opération militaire, il ne le voit pas. Andreï Vladimirovitch, avez-vous déjà servi dans l'armée? Non, je n'ai pas servi. Merci, je ne veux pas être seul. C'est tout pour aujourd'hui, mais j'ai une demande. Si vous n'êtes pas abonné, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton s'abonner ci-dessous. Nous visons 2 millions d'abonnés avant la fin de l'année. Votre soutien compte beaucoup.